On va parler aujourd'hui d'un trouble spécifique qui amène certaines personnes à accumuler un nombre incroyable d'objets et être dans l'incapacité de s'en séparer. Ça s'appelle en anglais dans le texte le Hoarding Disorder. C'est la revue de presse numéro 6. Qu'est-ce qui amène des personnes à accumuler une série d'objets comme des journaux, des magazines, des notes, des courriers, des vêtements ou toute autre chose dont elles ne peuvent pas se séparer? Comment appréhender les mécanismes de ce trouble très spécifique et surtout pour les cliniciens, comment repérer ce syndrome et adapter une prise en charge psychothérapeutique? C'est tout l'enjeu de notre nouvelle publication Hoarding Disorder. Et c'est dans le cadre de notre série de publications Evidence-Based Practice qui met à l'honneur la psychologie fondée sur les preuves en articulant recherche et pratique autour d'une thématique. Donc le Hoarding Disorder qui est un trouble spécifique depuis le DSM-5 qui avant était rangé dans le cadre des troubles obsessionnels compulsifs et que l'on peut, en examinant de près, séparer. Alors c'est un trouble qu'on retrouve, je ne sais pas si c'est exactement le même périmètre, quand on évoque dans la culture clinique française la syllogomanie. Alors comme d'habitude dans cette série, vous avez l'intégralité des informations à savoir sur un trouble clinique, les épidémiaux, les critères diagnostiques, les comorbidités, le diagnostic différentiel avec les troubles obsessionnels compulsifs qui peuvent des fois présenter des tableaux similaires, mais pour lesquels l'entassement et l'accumulation d'objets est secondaire aux troubles obsessionnels. Vous avez énormément de vignettes cliniques, c'est une série donc de publications qui se tournent vers les praticiens, les cliniciens. Alors dans les critères de classification, on a un élément qui permet de différencier un peu ce Hoarding Disorder selon une modalité, c'est la nature de la reconnaissance, on appelle ça l'insight de ce trouble. Est-ce que la personne a une reconnaissance plutôt adaptée de ce à quoi elle fait face? Est-ce qu'elle a un discours critique et réaliste? Est-ce qu'elle est dans le déni complet? Est-ce qu'il y a une absence totale de reconnaissance du trouble? Ou est-ce que cette reconnaissance existe mais de manière inadaptée, de manière délirante, avec un discours sur le trouble qui fait fi du principe de réalité avec des constructions délirantes classiques. Alors sur l'épidémio, il est marqué qu'on est entre 1,5 et 5% de la population. Je passe les aspects sémantiques, etc. pour arriver à ce qu'on retrouve dans notre série de Evidence Base. C'est un éclairage avec différentes approches, différents paradigmes et différentes recherches. Alors on va notamment retrouver des éléments d'explication sur les croyances associées à ce trouble, sur le fonctionnement exécutif par exemple, sur la mémoire et d'autres aspects en fonction des différents modèles biologiques, neuropsychologiques, cognitifs, etc. Alors quand on avance un peu dans l'ouvrage, une fois les bases posées, on se retrouve avec un ouvrage centré sur la pratique. L'accent est notamment porté sur les différences de positionnement du psychologue quand il s'agit de visite à domicile ou de recevoir cette typologie de patients en cabinet avec quelques tableaux qui sont assez éclairants, que ce soit pour l'évaluation ou pour la prise en charge. Enfin, on retrouve énormément de vignettes cliniques avec des photos d'ailleurs qui illustrent certaines progressions dans le tableau clinique et l'entassement de certains patients. Également à travers l'ensemble de l'ouvrage, à chaque fois de nombreuses recherches qui sont citées pour soutenir les propos de cette approche evidence-based fondée sur des preuves. Alors sont notamment précisées les résistances qui sont généralement opposées, l'ambivalence du patient face au traitement, les bénéfices secondaires finalement de son trouble qui peuvent disparaître lors d'une prise en charge et donc poser problème pour la compliance ou pour l'adhésion du patient. Également, il y a un ou deux paragraphes qui sont assez intéressants sur une variante spécifique de ce Hoarding Disorder qui concerne les animaux, c'est-à-dire des personnes qui sont dans cette accumulation compulsive incontrôlable, mais d'animaux domestiques. Voilà, donc moi j'ai trouvé la lecture
de cette publication assez éclairante, notamment sur la distinction entre les troubles obsessionnels compulsifs et ce trouble singulier d'entassement qui répond peut-être à des logiques distinctes, surtout qui nécessite une approche particulière. Voilà, donc comme d'habitude, mes collègues m'ont envoyé 2 exemplaires, un que je garde en Testothèque ici, aux éditions Au Greffe, et l'autre que je vais envoyer à une des personnes, un clinicien qui se manifeste dans les commentaires sur une des différentes pages des réseaux sociaux et de la chaîne YouTube. Dans quelques jours, je préciserai à qui cette revue a été attribuée et je viendrai demander votre adresse dans les commentaires. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour d'autres publications scientifiques et d'outils d'évaluation sur les différents comptes des éditions Au Greffe. Passez une bonne journée.